Déjà, on vous dit un grand merci. Et puis on prendra le temps de dialoguer avec vous, parce que si vous êtes levé pour être avec nous ce matin, à une heure pareille, un samedi matin avec cette chaleur, c'est que vous avez envie de rencontrer aussi nos panélistes. Donc je vous invite dès maintenant, avant même que ça commence, à réfléchir, à préparer vos questions et surtout à ne pas hésiter à intervenir dès qu'on vous donnera le signal. On a une belle heure d'échange sur un sujet qui est aujourd'hui majeur, un sujet absolument fantastique, qui est tout simplement l'avenir de nos communautés urbaines, l'avenir des villes. Les villes sont intéressantes parce qu'elles traversent aujourd'hui les 4 grandes mutations qui sont à l'œuvre. La mutation démographique. On le voit, il y a une urbanisation spectaculaire, galopante en Asie, en Afrique, mais nos villes aussi même en Europe sont aussi l'objet de transformations intenses. La deuxième mutation, elle est environnementale. Plus rien ne peut être fait comme avant. On sait que le compte à rebours est parti, que les villes sont quand même le cœur du problème et que les villes devront donc aussi être le cœur de la solution. Une mutation technologique. Les technologies maintenant arrivent à maturité pour certaines d'entre elles. Elles commencent déjà à transformer notre quotidien. Elles sont dans l'état de transition dans lequel nous sommes. Je dirais qu'elles génèrent autant d'inquiétudes que d'espoir, que de potentiel formidable pour transformer nos villes. Et puis il y a une dernière mutation que les villes traversent complètement. C'est le débat démocratique, c'est la démocratie. La démocratie est née dans les villes. On voit bien qu'il y a une crise aujourd'hui très forte de la démocratie et que urbains, métropolitains ont envie d'être partie prenante des transformations de cette ville. Là aussi, on ne pourra plus faire les choses comme avant. Il faudra davantage inclure les habitants dans les transformations des espaces urbains. Alors on a un très beau panel. Avant de vous les présenter, je vais donner la parole à un étudiant, Marc Lossa, et Marc a une singularité. Vous savez que c'est le principe à Aix, on donne d'abord la parole à un étudiant. Et Marc vient de faire un Erasmus, il rentre de Rome, et il s'est spécialisé dans l'architecture, donc il a été bien choisi quand même. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on a demandé à Marc, c'est aussi de porter un regard subjectif, celui de sa génération, mais celui de quelqu'un qui, comme lui, a choisi le métier de l'architecture, et donc de mettre sa patte dans ces transformations urbaines. Et Marc, c'est à vous. C'est vous qui allez introduire notre discussion. Ensuite, je présenterai nos panélistes. Chacun aura quelques minutes pour exprimer ses 2 grandes convictions sur ces transformations. Vous allez voir que nous avons autour de la table ici des gens qui chacun incarne un bout de cette transformation, qui ont besoin d'ailleurs de travailler ensemble. Et puis ensuite, on débattra et puis on prendra bien évidemment vos questions, vos réactions. Marc, c'est à vous. Bonjour. Je suis désolé, je ne suis pas très habitué à ce genre d'exercice. Allez-y, Marc. Regardez comme ils sont gentils en plus. Donc en préparant la session avec Vincent Giré, il m'a proposé de parler de ma vision de la ville, la vision de l'étudiant en architecture, questionnant effectivement pourquoi à 23 ans on veut être architecte. Alors je vais essayer. Le voyage est une tradition pour l'architecte en formation. Le jeune adulte est invité à voyager pour quelques mois à la découverte du monde. Alors déjà, Le Corbusier fait son voyage d'Orient, découvrant sur sa route les merveilles d'Istanbul et la magie de l'acropole d'Athènes. Alvar Aalto, l'architecte finlandais, alla à la recherche de la lumière toscane. Quant à Louis Kahn, l'américain, il s'y reprit à 2 fois, arpentant l'Europe à 50 ans avant de construire ses chefs-d'œuvre. Alors modestement, je voudrais vous raconter le mien, mon voyage. Donc la semaine dernière, je rentrais de Rome. 1 an à Rome, c'est plutôt sympathique quand on est étudiant. Rome, la ville des jumeaux et de la Louve. Rome, la ville des fastes impériaux. Rome, la ville des papes. Rome, la ville qui a connu les âges d'or et les périodes d'oubli. La ville éternelle n'a pas volé son surnom. Mais Rome est aussi un exemple de ce que peut être la ville européenne, qui est un cas très particulier, la ville européenne. Le lieu de l'échange, elle l'est depuis toujours. On le voit au marché de l'empereur Trajan jusqu'au commerce d'aujourd'hui. Le lieu de socialisation, elle le reste, voyant les forums et les thermes remplacés par les places et les cinémas. Le lieu de réseau, elle s'est formée sur un système VR, voyant rues et routes la façonner. Le lieu de l'architecture, elle se fabrique dans les pierres de ses bâtiments, que ce soit les monuments ou la masse bâtie des logements. Le lieu de l'institution publique, elle accueille hôpitaux, écoles et tribunaux pour l'État. Et le lieu du privé, elle s'en fait la garante, devenant l'articulation entre la volonté publique et le travail du privé. Mais alors pourquoi parler de la ville du passé pour évoquer la ville du futur ?
Pourquoi parler de la vieille Rome quand le débat d'aujourd'hui a pris le nom de réinventer Paris? Pourquoi faire le détour par les briques quand l'objet de nos questions impose le concret du béton? C'est justement parce que je pense que penser la ville de demain, nous avons besoin d'un regard vers le passé. La ville est un exemple de résilience et dans nos temps où on cherche de la pérennité, je pense que c'est important. Elle porte en son sein la capacité de se transformer encore et encore, modifiant sa forme pour répondre aux besoins de son temps. Quand Maurice Halbwachs écrit La mémoire collective au siècle dernier, il disait « Le dessin des hommes anciens a pris corps dans un arrangement matériel ». Peut-être est-ce cela la mutation majeure qu'a connue la ville dans le siècle passé. Alors que pendant 2000 ans, la ville s'était construite sur elle-même, la ville du siècle dernier s'est construite sur des terrains vierges. On a construit les villes nouvelles et les banlieues pavillonnaires, et difficile d'y trouver de l'histoire et de la mémoire. Peut-être est-ce cela qui a impliqué les dérives que nous connaissons. Alors, devenant le lieu de vie de plus de la moitié de la population mondiale, la ville aura des défis à relever. Mégapolisation, numérisation, ubérisation, nécessité écologique, promesse de smart city, les questions sont nombreuses et nouvelles. Nous devrons inventer les solutions pour inscrire dans cet espace vivant le maillon de notre contribution. Merci Marc. Merci Marc, en plus vous avez tenu les délais et surtout vous nous avez plongé tout de suite dans cette relation entre histoire et futur des villes, très importante, peut-être l'une des pistes d'ailleurs que vous évoquez du coup en introduction, c'est finalement la ville humaine, puisqu'on est en train de réfléchir à ça tous ensemble, mais c'est aussi une ville qui a de la mémoire, une ville qui a de l'histoire, une ville qui fait le pont entre ces différents moments de socialisation au cours des siècles. Comment on respecte ça, comment on construit, comment on part peut-être de ça pour dessiner les villes de demain. Alors autour de la table, donc je vous présente Catherine Gouillard, qui est PDG de la RATP, qui est un acteur majeur des mobilités, hein, je vais mettre ça au pluriel. Et puis Catherine, vous avez travaillé ou vous êtes intéressée à différents secteurs avant d'arriver à la RATP, la communication, les transports, l'aérien, l'énergie. Donc vous avez aussi, j'allais dire, une vision globale de cette transformation des villes. Olivier Huard, qui est PDG de TDF, donc voilà, opérateur de pylônes, de fibres optiques, et acteur majeur aussi de cette relation entre le centre et la périphérie. Hein. Est-ce qu'on peut être tous connectés? Est-ce qu'il y a des fractures numériques aujourd'hui qui fait que la ville, en fait, est une ville frontière avec l'extérieur, ou est-ce au contraire, on est capable d'inclure, et l'inclusion étant l'une des dimensions humaines dont nous allons parler aujourd'hui. Alain Taravella, alors là, on a aussi un acteur important de la ville, qui est celui du bâti, de l'immobilier, grand opérateur immobilier, spécialisé dans la construction, le développement de centres de commerce, de logements, de bureaux, d'hôtels, donc acteur aussi majeur de notre environnement quotidien. Et puis Michel Morvan, qui est CEO de Cosmotex. Cosmotex, c'est une start-up qui propose finalement d'aider, d'accompagner les décideurs publics et privés sur des sujets extrêmement complexes, et celui de la ville en est un où il faut mettre tout en réseau pour essayer de projeter et de prendre les bonnes décisions qui sont structurantes, sachant que les décisions, elles peuvent peser sur 10, 20, 30 ans, parce qu'elles sont des décisions qui impactent le long terme. Et alors que les dirigeants, souvent politiques, peut-être même dans le business aussi, sont happés par des contraintes de court terme. Voilà. Vous voyez qu'on a un panel qui fait vraiment ce tour des sujets. Il y en a d'autres. On compte sur vous aussi pour les mettre sur la table. Et je vais donner à chacun d'entre eux 3-4 minutes d'abord avant de débattre entre eux et puis avec vous de cette façon dont on pourrait aujourd'hui envisager la ville comme un lieu humain agréable à vivre, une ville où il y a une qualité de vie. Je pense que c'est très important, une qualité humaine. C'est à la fois des choses simples et compliquées. Catherine, on commence avec vous. Je vais vous demander de bien parler près du micro pour que tout le monde vous entende. Bonjour d'abord à toutes et à tous. Donc, le groupe RATP aujourd'hui est un acteur majeur en fait de la ville. On est un groupe d'abord international. Hein. Si vous allez à Florence, les tramways, c'est nous. Si vous allez à Singapour, c'est encore nous. Casablanca, le métro d'Alger. Et très souvent, je le répète, parce qu'on est présent dans 14 pays et 4 continents, et on est un groupe international. Donc on a une vision aussi internationale de la ville, hein, puisqu'il y a des villes plus ou moins historiques, des villes récentes, et les histoires notamment ne sont pas exactement les mêmes, évidemment.
Deuxième élément qui est important de garder en tête, c'est qu'on est totalement impliqué dans la multimodalité, on est un acteur multimodal. On opère aujourd'hui une douzaine de modalités différentes. Vous avez tous en tête, évidemment, le RER, le métro, le bus, mais on partenarise avec des startups et on fait du covoiturage, par exemple avec Klaxit, ou on fait des scooters électriques avec CityScoot. Et ce qui est frappant quand on est à la tête d'un groupe comme la RATP, c'est d'avoir une ambition qui est double, en fait. Une ambition d'amener les gens dans un trajet le plus court possible. C'est une ambition noble, hein, parce que dans les villes actuelles, à Paris, les Parisiens passent en moyenne 70 minutes par jour dans leur transport en commun ou leur transport tout court. Et rendre du temps aux gens, c'est quelque chose qui est vraiment important pour un temps utile, pour étudier ou pour ses loisirs. Donc on a cette vocation-là de faire du trajet sans couture qui agrège à la fois du mass transit et des modalités douces. Et pour cela, on travaille évidemment sur notre empreinte carbone, si je puis dire. On a d'ailleurs, un objectif majeur qui est de réduire nos émissions de GES de 50% de gaz à effet de serre d'ici 2025. Je prends un exemple concret. On a un plan bus 2025 à Paris dont le but est de convertir nos 25 dépôts de bus et d'avoir que une flotte au biogaz et à l'électrique. C'est un vrai challenge. Il faut arriver, évidemment, on en reparlera, mais c'est compliqué à faire. Et on est à la fois porteur d'un projet de développement de la ville, puisque pour nous, la ville doit être à la fois connectée, mais pas que. On souscrit complètement à ce que dit Carlo Ratti du MIT, c'est-à-dire à une ville sensible, humaine. Et pour ça, la RATP fait plein de choses. Par exemple, on est engagé très fortement dans l'humain. On a des activités qui sont souvent méconnues, mais par exemple, on s'occupe, on a des éléments d'inclusion qui sont forts pour nous. On doit avoir des accès au transport en commun qui englobent tous les citoyens, qu'ils soient de Rome ou pas, c'est-à-dire y compris, par exemple, les handicapés. On fait beaucoup de choses là-dessus. On est la première entreprise à avoir été, par exemple, obtenir le label Capandéo, qui est quelque chose qui est fondamental pour nous, ou des choses plus marquantes. On a un plan de réduction de notre empreinte énergétique et on est le premier opérateur à avoir obtenu, par exemple, une certification sur 2,5 TW, c'est-à-dire toute l'empreinte de la RATP, ce qui est assez unique au monde. Et notre vision de la ville, elle est une vision de mixité, une vision humaine, et on est aussi, et là c'est un peu l'endroit frontière, un opérateur immobilier, puisque d'abord on construit évidemment des lignes de métro, mais on ne fait pas que ça, on construit aussi des bouts de ville, où on essaye d'intégrer par exemple un dépôt de bus, au-dessus une crèche, et au-dessus des logements sociaux. J'ai signé avec la mairie de Paris la construction de 2000 logements sociaux d'ici 2024. On a un projet qui est sorti de terre dans lequel on a mis un dépôt de bus complètement électrique avec une crèche de 93 berceaux au-dessus, une résidence étudiante et 660 logements sont un tiers de mon objectif avec la ville de Paris. Et pour faire ça, on essaye tout le temps, quand on est dans un projet, d'être dans l'inclusion de l'ensemble des problématiques. Je vous donne un exemple. Vous savez que, par exemple, à Paris, on est en train d'étendre la ligne du métro 14. Sachez qu'à certaines stations, on a fait de la géothermie dans les parois moulées qui permettent si je puis dire, chauffer la station 40% d'un bâtiment qui est à côté et de faire des externalités positives. Et ça, je pense que c'est rare, on ne le sait pas toujours. Et voilà, en quelques petits exemples, ce qu'essaye de faire la RATP, vous transporter, mais aussi s'inclure dans une ville qui est intelligente et connectée, mais humaine et durable. Catherine Bouillard, quand on pense à Paris, puisque vous avez donné plusieurs exemples à Paris, on est un peu, j'allais dire un peu effrayé par la dimension du problème.
on voit bien qu'il y a une densité quand même qui est assez forte. C'est une ville qui n'est pas très étendue. Que la question des mobilités que vous évoquiez est centrale. On voit bien les efforts, les avancées, mais on a aussi l'impression, comme urbain, j'allais dire vivant à Paris, d'une congestion sans cesse plus grande, de débats politiques qui divisent formidablement les Parisiens. Les voies sur berge, les fermetures, voilà, donc il y a beaucoup de difficultés à construire du consensus sur ces transformations et on ne voit pas encore, peut-être parce que les technologies sont à mi-chemin ou on est encore engagé dans une transition, mais on ne voit pas encore dessiner un mieux-être, une manière d'être mieux dans la ville. On a l'impression que les problèmes s'accumulent, que les choix sont très difficiles à faire et que le politique a un peu la main qui tremble, que les expérimentations qui ont été faites en voiture, en vélo, etc., on voit bien, posent multiples questions sur leur rentabilité, sur leur pérennité. Et on est en plein même dans une crise aujourd'hui de cette multimodalité dont vous parliez. Et donc, vous voyez, on a quand même un paysage, sans être trop effrayant pour démarrer cette session, mais il y a quand même beaucoup de points d'inquiétude. Est-ce que dans ce que vous projetez, il y a des points d'amélioration autres que ceux que vous donnez, mais une vision qui nous permette de penser que ces différents problèmes, on va pouvoir les régler? Alors, déjà, pour réussir la multimodalité, il faut penser l'intermodalité. Pardon de faire de la... Bon. Mais, et ça, c'est pas facile parce qu'il y a une multiplicité d'acteurs. Si vous voulez faire du multimodal, il faut de l'intégration physique, il faut, j'allais dire, de l'intelligence autour de cette intégration physique, c'est-à-dire de la connectivité. Et il faut, par exemple, si on prend un mode de transport, il faut aussi des technologies de ce qu'on appelle les Intelligent Transport Systems, comme de la billettique, etc. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la partie régulatoire est importante dans le développement. C'est pas la même chose de partir dans des villes nouvelles comme Singapour, où on voit déjà que cette multimodalité, elle est pensée, parce que, j'allais dire... Elle est très sophistiquée. Elle est très sophistiquée, et surtout, en partant from scratch, si vous me pardonnez cette expression, vous pouvez l'organiser, que dans les villes historiques où se mêlent beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai un problème de vitesse, pardon d'être pratique, mais j'ai un problème de vitesse des bus commerciaux à Paris parce qu'il y a un engorgement à Paris et un taux de congestion qui est hors norme. On dit toujours que quand le taux de congestion d'une ville dépasse 30%, les emmerdes arrivent, pardon d'être clair. Paris, on est à combien à Paris? 38. 38. Les Chinoises, les villes chinoises sont de là de 50, Mexico est à 60. Bon. Donc, mais c'est ça qui fait que la question qu'on se pose ce matin a une acuité, une gravité. Soyons concrets. Quand vous prenez un transport en commun et que vous ne prenez pas votre voiture, vous diminuez l'empreinte carbone de 8. D'accord? De 8. Le bus, c'est 2 et le RER et le métro, c'est 8. Donc, de toute façon, on transporte 12 millions de gens à Paris par jour. Donc, à partir de là, effectivement, cette intermodalité, elle est totalement cruciale. Et l'intermodalité, ça veut dire quoi? C'est des choses simples. C'est-à-dire, vous avez une arrivée de RER à telle heure et vous avez la possibilité d'avoir derrière un véhicule autonome demain, un vélo électrique aujourd'hui, ou ce genre de choses-là. Et l'État et les pouvoirs publics ont un rôle très important à jouer. Parce que ce cadre de jeu... On va y revenir parce que c'est un point clé, vous avez raison, la question de la régulation de ces transformations. Dans un pays où on dit qu'il y a déjà pas mal de normes, mais la question de la régulation et surtout de la capacité à agencer, en fait, différents acteurs de cette transformation, va être un sujet qui va nous occuper. Je voudrais passer, Catherine, si vous voulez bien, la parole à Olivier Huard. Il n'y a pas de ville connectée sans couverture totale. Vous ne faites pas simplement des pylônes, mais aussi de la fibre optique. Bref, vous êtes un acteur de cette connectivité majeur dans la ville, entre nous. Et là aussi, il y a des sujets d'inquiétude sur cette capacité de ces technologies à nous aider à être plus inclusives, à construire des ensembles urbains inclusifs et avec aussi une dimension pratique facile d'accès qui fait que du coup on ne génère pas de nouvelles frontières entre ceux qui sont capables d'utiliser ces technologies et ceux qui ne le seraient pas. Oui, vous m'entendez bien là. Chez TDF, on a globalement sur ces sujets-là deux convictions. À défaut de prévision dans un monde qui est très très incertain, c'est vrai que la conviction est différente de la prévision en ce que elle se renforce quand elle peut avoir la conscience qu'éventuellement elle est fausse.
C'est pas de moi, hein, c'est de Paul Valéry. Je suis désolé, il est 9h15, il fallait lancer un petit peu le débat. Mais la première conviction, c'est qu'effectivement, la ville de demain, elle va être une ville fluide, une ville réseau de réseaux, avec un petit peu pensé comme un corps vivant. Vous savez, un corps vivant avec ses différents systèmes, les systèmes musculo-squelettiques, le système digestif, le système respiratoire, cardiovasculaire, et puis les systèmes nerveux et les systèmes endocriniens. Et nous, chez TDF, qui sommes fournisseurs de solutions d'infrastructures numériques, de réseaux numériques, on se pense un peu plutôt réseau nerveux ou réseau endocrinien. Le réseau nerveux, c'est celui qui fait l'interface avec l'extérieur, et le réseau endocrinien, c'est celui qui gère le fonctionnement des différents organes. Quelques exemples simplement pour l'illustrer, mais on voit bien que le trafic s'écoulera facilement grâce à des systèmes de capteurs qui permettront répartis dans toutes les villes, dans toute la ville, qui permettront donc de rendre les choses beaucoup plus fluides, de réguler la circulation d'énergie en temps réel. Donc vous voyez des premières interactions entre les différents systèmes. La consommation d'énergie elle-même sera régulée par des systèmes de capteurs, les pics anticipés, les creux et les risques de blackout gérés. Les déchets pourront être gérés également à distance avec l'organisation donc des tournées des sociétés de gestion de déchets. La communication, les services municipaux seront également enrichis avec des mécanismes liés donc au réseau numérique. Donc ces réseaux numériques, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement, comme vous l'avez dit, principalement de la fibre partout, et puis de la couverture mobile, de la 5G notamment, de la 5G partout. Donc ça, c'est la première conviction. La conviction, c'est que la ville de demain, elle sera fluide, c'est un corps vivant avec différents systèmes qui seront très très interpénétrés. La deuxième conviction, c'est que pour que la ville ait un développement harmonieux, ça se fera autour de deux axes principaux. Le premier, c'est l'acceptabilité, le deuxième, c'est l'inclusion. Vous m'aviez d'ailleurs interrogé donc, sur ce sujet. En matière d'acceptabilité, c'est l'acceptabilité en fait par tous de ces nouveaux types de services, mais c'est aussi très prosaïquement, par exemple, l'acceptabilité par les concitoyens de déployer de l'infrastructure. Parce que pour déployer de l'infrastructure, par exemple, il faut faire des tranchées. Il faut faire des tranchées dans les chaussées, et puis il faut mettre des antennes partout. Et la 5G, c'est probablement 5 à 10 fois plus d'antennes dans les villes. Donc ça veut dire que tout va être point haut, du mobilier urbain, les façades d'immeubles, à l'intérieur des métros, les parkings. Et là, on se heurte quelquefois à des problèmes d'acceptabilité sur « Ah oui, mais moi je veux bien de la couverture partout, mais je ne veux pas une antenne à proximité de mon lieu de vie, etc. » Donc il y a une question d'acceptabilité. Et puis le dernier point, c'est l'inclusion, parce qu'un corps vivant avec son système nerveux gère les interactions avec l'extérieur, et nous voyons les choses sans fracture entre la ville, les villes et les territoires. Nous sommes historiquement un acteur des territoires très présent dans le monde rural. Nous menons des exercices, des expérimentations de villes connectées, pas uniquement dans les grandes villes, mais par exemple dans l'arrière-pays rennais, à Saint-Sulpice-des-Bois, où nous menons une expérimentation de modernisation et de déploiement de réseaux numériques dans ces villes. Donc ça c'est très très important. Et nous sommes un acteur évidemment de tous ces réseaux numériques sur tout le territoire. Si vous regardez la télévision au jour d'aujourd'hui, et encore 68% des foyers français regardent la télévision par les réseaux hertziens, si vous écoutez votre mobile aujourd'hui ici sur Aix, c'est probablement qu'il y a des antennes TDF dans le coin. Si vous regardez donc la fibre, eh bien probablement c'est parce que vous aurez des bouts de réseau qui seront construits par TDF. Alors voilà, donc je voudrais simplement terminer en disant que finalement c'était Jacques Delacretelle, un académicien, qui disait « La ville a une figure, la campagne a une âme,
Je crois qu'effectivement, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que nous trouvions une âme à la ville. Merci Olivier. Je voudrais revenir sur la question clé, à mon avis, que vous avez posée, c'est la question de l'acceptabilité. La ville moderne, telle que vous la décrivez, c'est une ville qui va s'emplir de capteurs. Parce que justement, pour réguler, pour essayer de connecter les différents enjeux, on va avoir besoin de multiplier les capteurs. Et quand on regarde simplement, dans ce sujet-là, il y a un sujet d'inquiétude, si j'ose dire, c'est l'exemple du compteur Linky. On voit qu'il n'y a aucune étude scientifique qui prouve aujourd'hui que le compteur serait nuisible ou dégagerait des ondes qui seraient toxiques pour la santé, etc. Ce compteur ou cette même mécanique, j'allais dire, a été implantée sans aucun souci dans des pays proches de la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Et en France, il y a une cristallisation très forte des mouvements, des actions en justice, etc. Et cette ville ultra connectée qui va mettre des antennes, des ondes un peu partout dont on a besoin en fait, pour pouvoir projeter la ville, réguler des trafics, faire en sorte d'éviter ces congestions maximales, bien, on voit là que ça touche à quelque chose qui fait qu'on doit pouvoir convaincre, embarquer, rassurer sur cette connexion que vous développez, vous. Alors moi je ne vais pas parler des compteurs Linky parce que je les connais. Non, c'est pas votre sujet, mais je les connais moins bien. Mais par contre, je vais faire le parallèle effectivement avec le déploiement d'antennes, par exemple, partout. Qui suscite aussi des interrogations. Absolument. Comment est-ce que on réussit à malgré tout avancer? Parce que vous savez, il y a un certain nombre d'associations qui se sont mises en œuvre. La plus célèbre d'entre elles s'appelle Robin des Toits. Robin des Toits pour faire en sorte de protéger effectivement le citoyen de cette pollution entre guillemets électromagnétique. Et bien ça passe là par beaucoup de relations personnelles, d'explications, de convictions. Donc ça passe par de l'humain. Ça veut dire que, il y a des personnes qui vont expliquer aux concitoyens, expliquer aux collectivités locales, expliquer aux uns et aux autres l'intérêt, les avantages, démystifier les risques ici ou là. Et là, on retrouve finalement l'humain comme étant un levier à la fois de progrès et d'acceptabilité de ces nouvelles technologies. Et l'humain, c'est du temps. Et l'humain, c'est du temps. Ça montre aussi la hauteur du défi devant nous sur ce sujet-là. Alain Taravella, vous êtes PDG d'Altarea Cogedim, vous êtes vous un acteur majeur de notre cadre de vie, j'allais dire, où en construisant aussi des centres commerciaux, etc. On sait qu'il y a aussi des sujets d'enlaidissement des villes, sur les centres commerciaux à la périphérie des villes, etc. C'est aussi une dimension ultra sensible qui a aussi besoin d'être dialoguée, acceptée, parfois co-construite. Votre métier aussi change peut-être dans cette dimension-là. Oui, bonjour à tous. Moi, ce que je voulais d'abord poser comme question, avant de savoir si la ville est bien connectée, si on peut avoir la télévision facilement, c'est de rappeler quelques chiffres. Dans les 20 à 30 ans qui viennent, la population des villes au niveau mondial va doubler. Je pense qu'en France, la population va continuer de se polariser sur les villes, sur les métropoles. Donc nous sommes face d'abord, bien sûr, à un enjeu qualitatif, mais à un enjeu quantitatif. Il va falloir construire dans le monde 2 fois plus de mètres carrés que ce qui existe aujourd'hui. C'est quand même un point relativement fondamental. Au cours de ces dernières décennies, l'homme est passé de vivre à la campagne à vivre à la ville. C'est un changement complet. Et quand on parle métamorphose du monde, comment ça va se traduire pour le citoyen, pour les habitants de la planète? Ça va se traduire par un changement de mode de vie. Et le mode de vie où on vit, c'est dans son appartement, on va travailler dans son bureau, on va consommer dans un commerce. Il y a besoin d'espace. Et il va falloir répondre à cette contradiction extrêmement forte. C'est qu'il y a besoin, pour loger tout le monde, pour que tout le monde puisse travailler, de plus de mètres carrés, et qu'il y a contradiction entre les personnes qui, à juste titre, veulent la préservation des espaces naturels et puis les besoins d'expansion de la ville. Donc, on va se trouver face à un problème politique qui n'est pas toujours bien pris en main, parce qu'il faut penser sur le long terme. Est-ce qu'on veut continuer à se développer
sur un mode vertical ou est-ce qu'on veut se développer, ce qui est de prime abord ce que souhaitent un tout petit peu les habitants et notamment les Français, ou est-ce qu'on veut se développer sur un mode vertical et donc d'apprendre à vivre autrement. Donc là, il y a vraiment une très très forte contradiction politique et quand je vois les débats qui peuvent se poser sur la défense d'espaces naturels, il faut être clair. Le développement de la France, on est à 68 ou 69 millions d'habitants aujourd'hui. On sera de façon naturelle dans les 15-20 ans à 75-76 millions. S'il y a d'autres phénomènes comme les migrations, il y aura encore besoin de plus de mètres carrés. Donc, il va y avoir un sujet sur les villes. Et donc, il va falloir que les Français, mais que les Européens, parce qu'on a des problèmes de riches, hein, quand on parle de la congestion de Paris, et puis il suffit de regarder ce qui se passe à Lagos, à Paris, tout va bien, il faut pas exagérer. Donc, est-ce qu'on est prêt à densifier la ville? Mais on se rend compte que c'est difficile. Il se construit par an moins de 1000 logements à Paris. À Paris, il y a tout. Il y a les transports en commun, il y a les écoles, tout est là. Il y a des parcs. Les Parisiens n'ont pas tellement envie qu'on densifie la ville. Les agriculteurs n'ont pas envie qu'on construise dans les champs. Il va falloir résoudre cette question. Donc, c'est quand même un sujet assez fondamental qui va peser sur le débat politique en France et ailleurs. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Nous, notre groupe, nous faisons des logements, des bureaux, des logements, et notre métier a évolué. On est maintenant devenu entrepreneur de ville. Ce qu'il faut, c'est créer des lieux où les gens puissent être à peu près heureux. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent d'abord, quand quelqu'un veut acheter un appartement, première question, deuxième question, proximité des transports en commun. C'est le point fondamental. On passe tellement de temps dans les transports en commun que c'est un sujet fondamental. Le deuxième, alors peut-être que c'est parce que c'est évident et que c'est plus facile aujourd'hui. C'est plus facile de connecter un immeuble et d'avoir la télé et Internet dans l'immeuble que d'avoir une boulangerie au pied de l'immeuble. Donc ce que demandent les personnes qui veulent habiter dans un ensemble, c'est d'avoir les transports et la boulangerie. Et donc c'est pour ça que notre métier évolue vers la construction de lieux, des quartiers, des morceaux de ville. Nous réalisons un certain nombre d'opérations comme ça. Par exemple, à Massy, qui était une ville plutôt inhumaine, on a fait un ensemble où il y a bien sûr des logements, mais il y a des commerces de pieds d'immeuble, il y a des bureaux, il y a un hôtel. Alors c'est connecté bien sûr à la gare de Massy et on se rend compte qu'en faisant des ensembles comme celui-là, les gens vivent bien et vivent mieux. Donc je dirais que ce qui se passe en France, c'est de plus en plus la constitution de quartiers où tout se retrouve, logement, emploi, commerce, loisirs, mais au niveau plus global, nous allons avoir besoin de répondre à des questions. Voulons-nous, pour faire une ville humaine, si, comme il est probable, il faut densifier, il faut accepter la densification. Merci. Et c'est vraiment intéressant parce que chacun des trois intervenants ont bien montré que, en fait, nous sommes partie prenante de cette transformation et la question de l'acceptabilité, du dialogue, hein, vous, acteurs publics ou privés, les responsables politiques, voilà, on a besoin, vous avez besoin de ce que veulent, de savoir exactement ce que veulent. Il y a des choix à faire, il y aura des décisions à prendre, des options à prendre, et ça devra se faire aussi avec la participation des citoyens et des urbains. Michel Morvan, quand on écoute nos trois premiers speakers, on voit bien l'incroyable complexité du sujet et surtout l'incapacité pour chacun d'entre eux de rouler seul dans son couloir, si j'ose dire. Il y a besoin de mettre ensemble des paramètres, il y a besoin de les modéliser, il y a besoin de les projeter, et c'est exactement ce que vous faites. Oui, tout à fait. C'était assez fascinant de vous écouter parce que chacun rajoutait une couche de complexité à ce qu'avait dit le précédent. Et c'est la réalité du territoire. C'est extrêmement complexe. Et évidemment, dès qu'on prend une décision à droite, on va avoir un impact en cascade à gauche.
Et il y a un exemple que j'aime bien donner par rapport à ça. Je viens de passer 3 ans et demi dans la Silicon Valley et il y a un truc qui a vraiment fait le buzz aux États-Unis il y a quelques années, au moment où Uber est arrivé, quelques années après l'arrivée de Uber. Parce que tout le monde disait c'est fantastique, les gens n'auront plus besoin de prendre leur voiture, ça va être, etc. Ça va vraiment avoir un gros impact. Et sans parler des questions sociales, sociétales liées à ça, les gens étaient très enthousiastes. Et puis à New York, dans la ville de New York, ils se sont rendus compte au bout de quelques temps que il y avait énormément de Uber qui roulaient vides dans la ville parce qu'ils attendaient des clients et qu'en fait, une part importante de la congestion venait en fait de ces chauffeurs qui étaient arrivés en nombre et qui amenaient de la congestion. Et en fait, c'est un tout petit exemple très simple, mais à chaque fois dans la ville que vous prenez une décision d'infrastructure, une décision quelle qu'elle soit, et vous pouvez le faire avec la meilleure volonté du monde, et je suis sûr que ça vous est arrivé en tant que citoyen de l'observer, ben en fait, il y a une décision qui est prise avec la meilleure volonté du monde, et puis il y a un effet en cascade, c'est la catastrophe, ce qui se passe n'est pas du tout ce qu'on avait attendu, et c'est ça qu'on doit gérer en fait. Et l'enjeu principal, c'est qu'on doit gérer ça, pour faire une ville la plus humaine possible. Ça veut dire aussi intégrer les problématiques, les avis des citoyens. Donc c'est un immense système complexe où dès que vous touchez à droite, vous avez un problème, il peut se passer quelque chose à gauche. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous tous, là. C'est on n'est pas assez intelligent pour gérer ça, en fait. Quand je dis on, c'est pas vous, c'est moi le premier. C'est trop complexe pour ce qu'on est capable de faire avec notre intelligence, même si on se met à plusieurs. C'est trop complexe. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se faire aider pour faire ça. Et on peut se faire aider dans le sens de dire, mais attention, ces effets en cascade, on peut les voir comme quelque chose de négatif, mais ça peut être quelque chose de positif. Parce que je vous ai dit, vous touchez ici, vous avez un impact là. Mais imaginez que vous vouliez avoir un impact là, et que vous puissiez savoir qu'en touchant un tout petit peu ici, vous allez pouvoir l'avoir. Ça peut être absolument formidable. Le problème, c'est comment le savoir. Eh bien, il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de le faire, et pas forcément celles qu'on attend. On se dit toujours, l'intelligence artificielle, c'est formidable, il y a des machines, ils vont regarder les données du passé, et on va savoir ce qu'il faut faire et quel impact ça va avoir. Alors ça ne marchera pas, pour une raison simple, c'est que le monde est en train de changer. Demain ne sera pas comme hier. La ville de demain ne sera pas comme la ville d'hier. Bien sûr, c'est formidable d'avoir des données du passé. Mais vous ne pouvez pas résoudre des problèmes d'un demain différent en vous contentant de regarder les données du passé avec les outils les plus sophistiqués soient-ils. Ça ne marchera pas. Vous avez vraiment besoin de comprendre ce qui se passe. Demain n'est pas contenu dans hier. En revanche, je vous ai dit, on n'est pas assez intelligent pour pouvoir anticiper l'ensemble de cette complexité. En revanche, il y a des experts, des sachants, qui savent pour des morceaux. Si je parle avec vous, Catherine, pour la partie, ce que vous faites est très large, mais disons pour la partie mass transit, etc., vous avez des expériences, il y a des gens qui savent. Il y a des experts. Ce n'est pas des machines qui ont regardé des données du passé, c'est des gens qui savent faire. Et ça, dans tous les domaines. Et le cœur, c'est de dire, et c'est ce que nous on fait chez Cosmotech, c'est de dire, on va aller encapsuler ces différentes expertises, on va les modéliser, on va les représenter avec des outils logiciels, on va les relier en fait, parce que le cœur, c'est le lien. Le cœur, c'est l'impact de la décision que vous prenez pour le mass transit sur les logements, sur la qualité de vie, sur l'accès au boulanger, etc. Et on va les lier. On va rajouter des outils d'intelligence artificielle parce qu'il ne faut pas se passer de ce qu'on peut apprendre du passé. Et on va mettre tout ça ensemble, on appelle ça l'intelligence augmentée, et on va être capable de faire des scénarios, des what-if scénarios, pour anticiper l'impact des décisions. Ça n'est pas parfait, mais ça a un deuxième avantage, c'est que vous pouvez du coup non seulement mettre de l'expertise et la relier pour avoir cette intelligence augmentée, mais vous pouvez avoir des outils de collaboration, vous pouvez montrer ça aux citoyens, vous pouvez montrer l'impact des différentes décisions. Tout d'un coup, plutôt que d'être en silo et de se dire chacun va prendre sa décision, vous pouvez mettre les choses ensemble et vous pouvez les montrer et vous pouvez faire voir l'impact en termes d'acceptabilité, c'est un point qui peut être très important.
Pour qu'on comprenne bien, Michel, moi j'ai vu ça à Singapour par exemple. Il y a aujourd'hui des logiciels qui permettent, en 3D qui permettent de modéliser différentes options. On construit une barre de logement à tel endroit avec une population de tel âge qui peut avoir des enfants. Si on met un pont là, on peut anticiper les mobilités, les loisirs, le sport, là où iront les enfants, etc. Bref, on peut déjà visualiser ce que pourrait être un nouveau quartier ou la façon dont cet écosystème peut fonctionner. C'est ça qu'on sait faire aujourd'hui avec ces logiciels et cette intelligence augmentée dont vous parliez. Absolument. Alors il faut l'utiliser, moi je dis toujours, il faut l'utiliser avec précaution. C'est-à-dire que, contrairement aux apparences, je ne suis pas Madame Irma. C'est-à-dire que ça n'est pas, on ne voit pas l'avenir. On montre des avenirs possibles. On ne prétend pas que ce soit parfait. Mais on dit, attention, si on fait ça, voilà ce qui peut se passer. On n'est pas sûr que c'est ça qui se passera, mais au moins on le sait, on peut le partager. C'est exactement ce que vous venez de décrire. On va donner la parole à la salle dans une seconde, mais Michel, je vous pose une autre question. Dans ce que vous décrivez, dans cette capacité qui repose quand même sur une capacité à agglomérer et à faire parler en quelque sorte des données. C'est la matière première, c'est les data, c'est les données. Pas seulement. Pas seulement, mais vous avez bien dit qu'il fallait aussi de l'intelligence humaine. Et de l'intelligence humaine, mais c'est la connexion de cette intelligence humaine avec ces données. On voit bien tout l'espace positif que ça ouvre, c'est-à-dire une capacité à anticiper, à gérer des problèmes de sécurité, notamment, qui sont importants aujourd'hui dans les zones urbaines, des problèmes de mobilité. Bon, voilà, on voit bien le facteur positif, éclairant, aidant et de pédagogie, parce que précisément, on peut le présenter aux citoyens. Mais il y a un autre aspect aujourd'hui qu'on développe aussi dans nos sociétés, qui est une inquiétude par rapport à ça. Parce que bien évidemment, à force de développer cette puissance des data aujourd'hui, on voit quel usage aussi on peut en faire. On voit par exemple aujourd'hui se développer des questions de police prédictive. Aux États-Unis notamment, qui sont déjà en place. La police prédictive, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de data sur la criminalité, le type de population, etc. Et vous allez pouvoir dire qu'il faut que la police soit là à telle heure, à tel endroit, que tel quartier va être concerné, peut-être même que tel immeuble va être concerné, etc. Et vous pouvez prévoir peut-être même les heures des crimes. Ça va jusque-là. On est quand même dans des logiques qui sont... Bon, bien évidemment, c'est assez fascinant, mais c'est aussi un peu inquiétant. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a une société derrière qui reste une société... Est-ce que cet avenir urbain que vous décrivez les uns et les autres, il ne va pas être aussi... Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ville ou de société de surveillance extrêmement forte avec, dans nos univers démocratiques, ça va. J'allais dire qu'il y a des contre-pouvoirs. On sait gérer ça. Il y a des règles, il y a des usages, il y a des encadrements. Mais dans des systèmes qui sont moins démocratiques, on voit bien la puissance pour tenir des sociétés que ces objets-là peuvent permettre. Il y a évidemment un risque. Et il est, à mon sens, de deux ordres. Le premier, c'est, bien entendu, il y a des gens qui peuvent vouloir utiliser ces outils pour des raisons que nous, en tout cas, on considère comme mauvaises, celles que vous venez de décrire. C'est-à-dire, si ça va trop loin, c'est un problème. Et une des réponses est la transparence, c'est-à-dire montrer quels sont les outils qui sont utilisés, montrer comment ils sont utilisés et partager ça. La deuxième chose, à mon sens, qui est très importante, enfin, qui est très risquée, c'est que, en particulier quand vous travaillez sur les données, vous prenez tous les biais qu'il y a dans les données. Vous prenez tous les biais qui sont dans les données. Et ça, c'est très risqué parce que ça peut vous amener à prendre des mauvaises décisions. Je ne sais pas si votre micro est connecté, Catherine. Si. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans ces biais, il y a des biais qui sont très forts. C'est-à-dire qu'il y a à peine entre 10 et 20% de femmes qui travaillent sur ces problématiques technologiques. Donc c'est un biais de surcroît, pardon d'être le seul élément féminin de la table et de lever mon drapeau, mais c'est un sujet qui est d'ailleurs reconnu par les GAFAM, qui est reconnu puisqu'ils ont des data lakes de données considérables et ils sont eux-mêmes conscients que cette problématique, ils l'embarquent dans effectivement l'intelligence artificielle. Donc je pense que ce que fait la start-up de Michel est absolument clé. Après, juste une seconde, sur les transports publics à Paris, on a 50 000 caméras. C'est un sujet en soi. On est obligé de le faire parce qu'on doit trois choses essentiellement aux gens qui prennent nos transports. On leur doit du service, on leur doit de la sécurité ferroviaire bien sûr, et on leur doit de la sûreté. Puisque c'est quand même des lieux où, effectivement, c'est comme dans toute ville, à Rome, ça existait déjà, la criminalité, elle est quand même plus puissante en ville qu'à la campagne.
Alors on essaye d'humaniser ça. La seule chose que j'ai devant moi, c'est un petit livre qui s'appelle « 100 poèmes pour voyager ». Alors qu'est-ce que c'est? C'est le Grand Prix de la poésie de la RATP. On vient de le passer, notre président du jury, c'est Raphaël. On a un Grand Prix de la photographie. On a évidemment les musiciens du métro que vous connaissez. Mais ça fait partie je considère que ça fait partie des missions de la RATP de créer de l'humain et du lien. Et quand vous êtes dans une station de métro et que vous voyez des phrases comme, par exemple, « Enfant, nous doutions souvent du vent, jamais de nos ailes », qui est un des lauréats du Grand Prix de la poésie qui va être affiché pendant 2 mois, et que vous demandez aux gens qui circulent leur taux d'affection, si je puis dire, pour ce genre de choses, c'est énorme, 89%, et 50% des gens de la région Île-de-France ne connaissent la poésie qu'au travers de ces initiatives. Alors, une ville humaine, c'est ça aussi. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Alors, voilà, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Je vous propose qu'on en prenne 3 déjà. Il y a un monsieur à droite, il y a un monsieur au centre, il y a un monsieur là. On va essayer de pas et il y a une dame sur ma gauche. On va essayer de ne pas reproduire les biais masculins. Monsieur, question courte s'il vous plaît pour que tout le monde puisse s'exprimer et qu'on puisse vous répondre. Très bien, merci, bonjour. Jérôme Fauch, je dirige Innovacom, une entreprise de capital risque. On a financé plus de 300 startups depuis 30 ans et on a disrupté, pour reprendre les termes à la mode, tout un tas de domaines, la communication, le commerce, la finance, on s'attaque à l'espace maintenant. Pourtant, dans vos domaines, on a l'impression que c'est assez compliqué. Uber a certaines difficultés, on voit Smovengo à Paris qui a du mal, CityScoot ça a l'air de marcher. Dans le domaine d'Olivier, Sigfox, Actility, on ne sait pas trop si ça va marcher. Dans le domaine du bâtiment, on a un terme maintenant, c'est la PropTech. Bon, bref, donc entre des évolutions de rupture que peuvent porter des startups et des domaines tels que les vôtres qui sont très très consommateurs de capitaux finalement, comment peut-on concilier les deux? Faire en sorte que les innovations arrivent assez rapidement dans vos domaines. Merci monsieur. Alors, l'autre question s'il vous plaît, on va prendre 3 questions. Est-ce que vous pouvez donner un micro au monsieur qui est là? Et puis, il y avait monsieur et madame. On va prendre les 4 premières. Donc, une question sur les innovations de rupture et le financement pour première question. Monsieur, question courte. Question sur le leadership et la verticalité. On parlait de l'acceptabilité de la verticalisation des villes. C'est le cas en Asie, c'est le cas aux États-Unis. En France, au forceps, la tour triangle est passée. Alors même que le succès de la Défense montre l'acceptabilité à quelques kilomètres de, entre guillemets, le Paris intramuros historique. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour faire passer le message aux citoyens d'une part, mais surtout peut-être aux politiques, et faire accepter la verticalité dans les villes? Merci, monsieur. Un micro au milieu, et ensuite, ou madame, si vous avez un micro, allez-y. Bonjour. Bonjour. Lia Paolucci. Au sujet d'une population de plus en plus âgée dans les villes, comment est-ce qu'on incorpore la technologie dans les situations urbaines pour un peuple qui sait utiliser un peu moins la technologie? J'ai pas bien compris votre question, madame. Pardon, excusez-moi. Oui. Donc l'acceptabilité de la technologie. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Excusez-moi. Et puis, monsieur, vous avez un micro, parfait. Je suis Jean-Paul Viguier, architecte. Donc je construis des villes ou des morceaux de villes un peu partout dans le monde et on voit bien que ce qui a été rappelé tout à l'heure mène à une situation de convergence sur un certain nombre de situations qu'on appelle la métropolisation du monde, c'est-à-dire les problèmes que nous évoquons ce matin, on pourrait les entendre aussi bien à Singapour, à New York, à Washington, à Bruxelles et ailleurs. Donc il y a de ce côté-là une prise de conscience de la fabrication de la ville. Il a été rappelé que la densification jouait dans cette nouvelle réflexion un rôle clé, au sens où il faut y apporter des réponses, et la prise de conscience récente là-dessus est qu'il ne suffit plus de densifier une ville pour la rendre meilleure. Et donc ça, c'est quand même, on a mis beaucoup de temps à réaliser ça, donc on essaie d'autres voies maintenant, effectivement. Moi, j'en essaie une que j'appelle l'intensité, qui a été rappelée dans la direction de la multifonctionnalité de la ville et du rassemblement des fonctions à l'intérieur d'une ville pour économiser du terrain dont on a rappelé qu'il n'était pas infini. Voilà, donc ça, ces tendances-là, je pense, sont
extrêmement présentes sur le terrain. Et elles amènent effectivement à une ville de plus en plus complexe. C'est un mot qui a été utilisé tout à l'heure, la complexité de la ville. Et la complexité de la ville n'est pas un défaut, c'est une qualité. Un monde complexe n'est pas un mauvais monde. Ce qui est un mauvais monde, c'est un monde compliqué. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Et donc c'est ça ma question, c'est que cette façon, et en particulier dans notre pays, d'aborder les choses, souvent par la réglementation, la norme, l'enfermement à l'intérieur d'un système de valeurs au lieu de l'ouvrir, fait que nous compliquons les choses et que nous avons un problème de vitesse. Et ma question porte sur la vitesse, c'est-à-dire que nous avons un monde de développement qui a pris conscience de ces problèmes, mais qui est lent à se réformer. Comment faire pour le faire aller plus vite ? Merci monsieur, c'est une énorme question, je pense qu'il d'ailleurs irrigue bien d'autres domaines aujourd'hui, ce rapport au temps dans une période d'accélération majeure des transformations et notre capacité d'ailleurs à inventer un système social, humain, collectif, consensuel, alors que les mutations se transforment à un rythme extrêmement rapide. Alors qui prend la première question sur finalement comment peut-être Catherine ou Michel, le partir de quand on a une idée, de passer de l'idée au réel, où on a besoin de financement, on a besoin d'effectivité, de rapidité, là aussi c'est une des questions qui touche à la vitesse. Est-ce qu'on sait faire aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens d'échouer vite, pour reprendre une expression fail fast utilisée par les GAFA, et ce qui permet aussi de réussir vite, et plus vite qu'on ne le fait en tout cas ? En tout cas, moi je suis convaincue qu'on arrive à faire bouger les aiguilles et à aller plus vite, par exemple pour un groupe comme le nôtre, en ayant un programme de start-up. Alors ça dépend ce qu'on fait avec les start-up aussi. Notre idée, c'est pas de faire des proof of concept, c'est d'aller vraiment jusqu'à l'industrialisation. Donc on a un fonds, on investit, pour répondre à votre question, on cible, on ne s'éparpille pas trop en fait. Aujourd'hui on a 5 ou 6 vecteurs précis avec à la clé des entreprises. J'ai eu un accident sur le RERB, les Parisiens le savent, il y a 3 semaines. Dans les solutions de substitution que nous avons amenées évidemment comme d'habitude des bus, mais nous avons amené la start-up dans laquelle nous avons investi, Klaxit, pour faire un système de covoiturage sur les 5000 habitants qui étaient touchés par les 2 stations de RER arrêtées. Ça, s'il avait fallu qu'on conçoive ça il y a je ne sais pas combien de temps, on aurait mis un temps fou. Là, ça a été mis en 24 heures, 48 heures max sur place. Donc en plus, ça donne de l'agilité à des structures qui sont parfois évidemment très conséquentes. Ça peut aider aussi à résoudre des problèmes comme vous parliez des personnes âgées. On a par exemple mis sur notre site RATP un lien avec un site qui s'appelle Mon Chaperon et qui permet à une personne âgée d'être accompagnée pendant son voyage, son périple au travers des transports en commun parisiens. Donc vous voyez, je fais un peu les 2 questions à la fois, mais c'est 2-3 exemples concrets qui permettent de montrer qu'il y a aussi un objet de transformation. Quand on rentre un univers de start-up à l'intérieur d'entreprises, on va dire plus classiques, ça fait du bien. Voilà. Très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, je vais vous demander de répondre rapidement aux questions. Michel, et puis... C'est vraiment cette notion de partenariat, grand groupe start-up, acteurs publics, acteurs privés, avec un petit danger. En tout cas, moi, je défends l'idée qu'il faut qu'on arrive à trouver, et je ne dis pas du tout que vous ne le faites pas à la RATP, mais des vrais partenariats et pas... je ne sais pas si vous avez vu les chiffres de BPI France qui dit que ce que met en général un projet start-up grand groupe, c'est 25 000 € d'investissement du grand groupe. On ne va pas changer les villes, on ne va pas changer les territoires à coup de POC, de proof of concept à 25 000 €. Il faut fabriquer des équipes qui travaillent ensemble où il y a des investissements. Et là, on va pouvoir gagner. Donc, je pense, la question n'est pas simple, mais je pense que cette idée d'équipe, qui peuvent ensuite d'ailleurs aller chercher le déploiement de ce qui a été fait dans un endroit dans le monde entier, l'équipe de France,
on peut le faire entre grands groupes et start-up et partenaires publics. Alain, il y avait une question pour vous sur la verticalité. Vous l'aviez évoqué dans votre propos. Comment peut-on rendre acceptables les questions de verticalité? On voit d'ailleurs que certaines villes ont innové aussi dans ce domaine-là. Il y a des potagers verticaux, il y a des jardins verticaux. On réintroduit de l'espace acceptable, j'allais dire, ou en tout cas, on remet de la nature dans la construction aujourd'hui. Oui, la verdure dans les constructions, c'est très bien. C'est normal que les habitants soient contre la verticalité, ce qui a été fait au cours des 50 dernières années. Parlez bien près du micro, peut-être juste en baissant un tout petit peu le micro. Ce qui a été fait au cours des 50 dernières années sur les grands ensembles ne sont pas un modèle. Donc effectivement, il faut inventer une nouvelle forme de verticalité. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les nouveaux quartiers que nous construisons tous, avec des espaces verts, avec amener... comme je le disais, le commerce de proximité, amener des bons transports en commun, je pense que la verticalité peut s'accepter. Je crois que, moi je dirais deux choses. Les villes sont en train de se développer, et quand on voit par exemple sur la région parisienne, il y a plein de concours, réinventons la métropole, réinventons Paris. Ce qui est intéressant, c'est que les politiques se rendent compte qu'ils ne peuvent pas décider tout seuls dans leur coin et qu'ils font appel à des sociétés du privé pour avoir des nouvelles idées, des idées innovantes, et ils se créent des nouvelles images, disons, complètement différentes. Mais de l'autre côté, pour faire accepter la verticalité, pour faire, je dirais, de façon plus générale, accepter une politique d'urbanisme, il faut qu'il y ait des pouvoirs politique fort. À Paris, nous attendons toujours un système juridique, administratif de la métropole. Comment inventer une métropole multipolaire? Toutes ces questions-là sont des questions éminemment politiques, et il faut effectivement que les citoyens s'en rendent compte et puissent, dans leur choix, pousser à la résolution de ces questions. Merci à vous, Olivier. Alors il y avait plusieurs. Oui, alors juste voilà, notre temps s'est écoulé, donc il faut faire très rapide. L'acceptabilité de la technologie, la question de la vitesse qui est liée aussi à celle-ci. Je voudrais faire peut-être deux commentaires rapides, parce qu'on est déjà en dehors du temps. Quel est l'objet technologique qui n'existait pas il y a 11 ans et qui a fondamentalement changé votre vie? Le mobile, le téléphone mobile. Mais est-ce que c'est vraiment la technologie qui a complètement changé votre vie? Finalement, si on y regarde d'un peu plus près, sur un plan un peu plus philosophique, qu'est-ce que c'est qu'un téléphone mobile? C'est en fait un double de soi. C'est un double numérique, c'est mon miroir numérique, et en fait on a organisé de la schizophrénie numérique. Et je pense qu'au-delà de la technologie, c'est l'usage qu'on en fait qui a peut-être été un problème d'acceptabilité par certaines générations. Donc, premier commentaire, donc je dirais, ne mettons pas tout sur la technologie. Et deuxième commentaire que je voudrais faire, dans l'avènement de la 5G à venir, qu'est-ce qui va tirer le plus le développement de la 5G? Ce n'est pas du tout les services au consommateur final, au consommateur grand public. C'est toutes les applications industrielles. Et aujourd'hui, les interdépendances des systèmes dont on a parlé, eh bien, elles relient plutôt les systèmes de transport, les systèmes d'électricité, les systèmes de gestion de déchets, etc., les systèmes de gestion de fluides entre eux, avec un réseau, et peut-être moins directement le service offert au client final. Donc, je voudrais tempérer peut-être l'évolution de la technologie, le développement de la technologie par rapport à l'acceptabilité des différentes générations. Merci à vous tous de nous avoir aidés à réfléchir sur ce sujet. On voit bien que c'est un sujet clé des métamorphoses du monde. Hein. J'ai bien aimé aussi ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, de pas confondre les choses compliquées et les choses complexes. Les choses complexes sont intéressantes, les choses compliquées, il faut essayer de s'en débarrasser. En tout cas, il y a un vrai défi de politique publique, il y a des défis pour chacun d'entre vous, mais on le sent bien à travers nos débats, il y a aussi un vrai défi collectif et de politique publique sur ces enjeux de la ville. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous tous.